Ce soir-là, Marie poussa la porte de l'appartement à 22 heures passées, avec les jambes lourdes et le corps brisé par une garde de 14 heures aux urgences de l'hôpital Saint-Louis, et elle n'avait même pas eu le temps de déjeuner, juste avaler un café froid entre 2 patients en détresse. Et maintenant, tout ce qu'elle voulait, c'était retirer ses chaussures et s'effondrer sur le canapé pour oublier cette journée interminable. Mais dans le salon, 2 silhouettes l'attendaient dans la pénombre, comme des juges prêts à rendre leur verdict. Damien était assis dans le fauteuil avec les bras croisés et le visage dur comme de la pierre. Et à côté de lui, sa mère Chantal se tenait droite, avec les lèvres pincées dans cette moue de mépris que Marie connaissait si bien après 5 ans de mariage. Sur la table basse, 3 assiettes froides témoignaient d'un dîner pris sans elle, et l'odeur de poulet rôti flottait encore dans l'air comme un reproche silencieux. « Tu sais quelle heure il est, imbécile ?» La voix de Damien claqua dans le silence, avec une violence qui la fit tressaillir malgré elle. Marie ouvrit la bouche pour s'excuser, pour expliquer qu'il y avait eu un accident de moto, et que le patient avait failli mourir, et que son chef lui avait demandé de rester. Mais elle n'eut pas le temps de prononcer un seul mot. Damien se leva d'un bond et traversa le salon en 3 enjambées rapides, et la gifle percuta sa joue avec une violence qui lui fit tourner la tête, un bruit sec qui résonna dans tout l'appartement et sembla suspendre le temps pendant une fraction de seconde. « À cause de toi, on a dû attendre !» hurla-t-il avec son visage à quelques centimètres du sien et ses yeux pleins d'une rage froide qu'elle ne lui avait jamais vue. « Tu te crois indispensable à ton hôpital de merde ? Tu n'es même pas capable de rentrer à l'heure pour servir le repas. Allez, va à la cuisine et fais vite le repas. » Marie porta la main à sa joue brûlante, en sentant les larmes monter malgré elle. Et ce n'était pas la première fois qu'il levait la main sur elle, mais jamais devant sa mère. Jamais avec cette violence froide dans le regard. Jamais en la traitant d'imbécile comme si elle n'était rien. Chantal hocha la tête avec satisfaction, en croisant les bras sur sa poitrine généreuse. « Je t'avais bien dit qu'elle ne changerait jamais, mon fils. Une égoïste. Voilà ce qu'elle est. Elle pense d'abord à elle, jamais à sa famille. Combien de fois je te l'ai répété. Cette femme ne te mérite pas. » Marie resta immobile avec la joue en feu et le cœur battant si fort qu'elle entendait le sang cogner dans ses tempes. Et elle regarda Damien, cet homme qu'elle avait épousé 5 ans plus tôt en croyant qu'il l'aimait. Cet homme qui au fil des mois l'avait transformée en ombre d'elle-même à force de critiques et d'humiliations. Elle regarda Chantal, cette femme qui depuis le premier jour la traitait comme une domestique indigne de son précieux fils. Et quelque chose se brisa en elle. Pas comme les autres fois où elle avait pleuré en silence dans la salle de bain, en se demandant ce qu'elle avait fait de mal. Pas comme ces nuits où elle s'endormait en se demandant comment elle en était arrivée là. Non, cette fois c'était différent. Cette fois, Marie sentit quelque chose de froid et de clair s'installer dans sa poitrine. Une certitude absolue qui chassa d'un coup toute la peur et toute la culpabilité qu'elle portait depuis des années. Elle ne dit rien. Et sans un mot, elle tourna les talons et monta l'escalier vers la chambre en ignorant les cris de Damien derrière elle. « Où tu vas ? Je t'ai dit d'aller à la cuisine. Marie, tu m'entends ? Reviens ici immédiatement. » Elle ouvrit la penderie et sortit un sac de voyage qu'elle n'avait pas utilisé depuis leur dernière dispute où il lui avait interdit de voir sa sœur Léa. Et elle y jeta des vêtements sans réfléchir, des sous-vêtements, sa trousse de toilette, le livre sur sa table de nuit, son chargeur de téléphone. Ses mains ne tremblaient pas, et son esprit était d'une clarté glaciale, comme si elle regardait la scène de l'extérieur. Elle entendit des pas lourds dans l'escalier, et Chantal apparut sur le seuil de la chambre avec les yeux écarquillés et la bouche ouverte, en une expression de choc indigné. « Ah, qu'est-ce que tu fais ? Tu ne peux pas partir. Tu n'es rien sans mon fils, tu m'entends ? Rien du tout. Qui voudra de toi ? Une femme de 34 ans sans enfant qui passe sa vie à l'hôpital au lieu de s'occuper de son mari. » Marie ferma le sac et le souleva. Et pour la première fois depuis des années, elle regarda sa belle-mère droit dans les yeux sans baisser le regard ni courber les épaules. « Regardez-moi bien faire, » dit-elle d'une voix calme qu'elle ne se connaissait pas. Elle descendit l'escalier avec le sac à la main, et dans le salon, Damien s'était figé au milieu de la pièce, incrédule, comme s'il ne comprenait pas ce qui était en train de se passer sous ses yeux. Marie passa devant lui sans un regard, ouvrit la porte d'entrée, et sortit dans la nuit froide de novembre, en laissant derrière elle cette vie qui l'étouffait depuis trop longtemps. Derrière elle, Damien hurlait son nom avec une voix qui montait dans les aigus,
Mais elle ne se retourna pas et elle continua à marcher vers sa voiture garée dans la rue. Dans l'habitacle, assise au volant, elle regarda l'appartement une dernière fois et les fenêtres étaient allumées et elle voyait l'ombre de Damien qui gesticulait derrière les rideaux. Ses mains se mirent à trembler violemment et tout son corps fut pris de spasmes incontrôlables et elle réalisa pleinement ce qu'elle venait de faire. Elle venait de partir. Elle venait vraiment de partir. Elle fouilla dans son sac à main avec des doigts tremblants et compta l'argent dans son portefeuille. 47 €. La jauge d'essence indiquait un demi-réservoir. Marie démarra le moteur et s'éloigna dans la nuit parisienne sans savoir où aller, mais sachant avec une certitude absolue qu'elle ne reviendrait jamais dans cet appartement, qu'elle ne supporterait plus jamais une gifle ni une insulte, qu'elle venait de franchir une porte qui ne se rouvrirait pas. Marie roula sans but pendant 1 heure dans les rues désertes de Paris, en essayant de calmer les tremblements qui secouaient tout son corps, et elle finit par se garer près de la Seine, dans un coin sombre du quai de la Râpée, où personne ne viendrait la déranger. Elle coupa le moteur, et le silence l'enveloppa aussitôt, un silence épais et glacial qui lui fit prendre conscience qu'elle était complètement seule, avec 47 € en poche et nulle part où aller. Elle inclina le siège et remonta sa veste jusqu'au menton, en essayant de trouver une position confortable, mais le froid de novembre s'infiltrait par toutes les fentes de la vieille Clio, et elle grelottait malgré ses efforts. Le sommeil ne vint pas, et elle resta les yeux ouverts dans l'obscurité, à regarder les reflets des lumières de la ville danser sur le plafond de la voiture, et les souvenirs défilèrent dans sa tête comme un film qu'elle ne pouvait pas arrêter. Elle se revit le jour de leur rencontre dans ce café du Marais, où Damien l'avait abordée avec un sourire charmeur et des compliments qui l'avaient fait rougir, et elle avait cru que c'était le début d'une belle histoire. Les premiers mois avaient été merveilleux avec des dîners aux chandelles et des promenades main dans la main le long de la Seine, exactement comme dans les films, et elle s'était dit qu'elle avait enfin trouvé l'homme de sa vie. Puis vinrent les premières critiques après le mariage, d'abord subtiles et présentées comme des conseils bienveillants. « Tu devrais peut-être porter des robes plus féminines. Ma mère dit que tu t'habilles comme une étudiante. Tu parles trop fort au restaurant. Les gens nous regardent. Pourquoi tu veux voir ta sœur ce week-end? On ne passe déjà pas assez de temps ensemble. » Marie avait essayé de s'adapter en pensant qu'elle voulait juste être une bonne épouse, et elle avait changé sa façon de s'habiller et baisser la voix, et espacer les visites à Léa pour ne pas contrarier Damian. Mais rien n'était jamais assez bien, et les critiques s'étaient transformées en reproches constants, puis en insultes, puis en cette gifle ce soir qui avait tout fait basculer. Elle pleura en silence dans la voiture avec les larmes qui roulaient sur ses joues et mouillaient le col de sa veste. Et elle pleura sur les 5 années perdues et sur la femme qu'elle était devenue. Cette ombre tremblante qui s'excusait pour tout et marchait sur des œufs dans son propre appartement. L'aube finit par se lever sur Paris avec une lumière grise et sale qui ne réchauffait rien, et Marie se redressa avec le dos en compote et les yeux gonflés. Elle regarda son reflet dans le rétroviseur et vit une femme de 34 ans aux cheveux en bataille et au regard perdu. Et elle se demanda comment elle allait faire pour aller travailler dans cet état. Mais elle n'avait pas le choix, parce qu'elle avait besoin de chaque euro de son salaire maintenant qu'elle n'avait plus rien. Alors elle démarra et roula jusqu'à l'hôpital Saint-Louis, en arrivant 1 heure en avance pour pouvoir se laver dans les vestiaires. Elle se glissa dans les douches du personnel et laissa l'eau chaude couler sur son corps glacé pendant de longues minutes en essayant de faire disparaître la nuit qu'elle venait de vivre. Yasmine la croisa dans le couloir vers 9 heures et s'arrêta net en voyant son visage. « Marie, ça va? Tu as une mine affreuse. » Marie détourna les yeux en murmurant que tout allait bien, juste une mauvaise nuit, rien de grave. Mais Yasmine ne la lâcha pas du regard et elle voyait bien que quelque chose n'allait pas du tout. Pendant sa pause de midi, Marie s'enferma dans les toilettes et alluma son téléphone qu'elle avait éteint depuis la veille. 23 appels manqués de Damien et 15 messages qui alternaient entre les menaces et les supplications. « Reviens immédiatement, ou tu vas le regretter. Je suis désolée, mon amour. Je ne voulais pas te frapper. Tu me manques tellement. Si tu ne reviens pas, je jure que tu ne récupéreras rien de l'appartement. » Marie les lut tous avec un dégoût glacé qui montait dans sa gorge, et sans hésiter, elle bloqua le numéro de Damien et celui de Chantal.
Elle ne voulait plus jamais entendre leur voix, ni lire leurs mots toxiques. Le soir, Yasmine la rattrapa dans le parking et lui prit le bras avec fermeté. « Tu ne vas pas dormir dans ta voiture ce soir. Tu viens chez moi et je ne veux pas de discussion. » Marie voulut protester, mais les larmes montèrent d'un coup et elle hocha la tête en silence, parce qu'elle n'avait plus la force de faire semblant que tout allait bien. Dans l'appartement de Yasmine, petite mais chaleureux dans le 20e arrondissement, son ami lui prépara du thé et lui tendit une couverture. Et Marie s'effondra sur le canapé en racontant tout d'une traite. Yasmine l'écouta sans l'interrompre. Et quand Marie eut terminé, elle prit sa main avec douceur. « Moi aussi j'ai fui un mari violent il y a 3 ans. Le plus dur n'est pas de partir, c'est de ne pas revenir. Mais tu as fait le premier pas, et c'est le plus important. » Marie s'endormit cette nuit-là sur le canapé de Yasmine, en se sentant un peu moins seule. Mais son téléphone vibra à minuit, et elle vit un message de Chantal qui glaça son sang. « Damien est à l'hôpital, crise cardiaque. C'est de ta faute. Reviens immédiatement. » Marie se redressa d'un coup sur le canapé, avec le cœur qui battait à tout rompre, et les mains tremblantes en relisant le message de Chantal. Et malgré tout ce que Damien lui avait fait subir, elle sentit la culpabilité l'envahir comme un poison glacé. Et s'il était vraiment en train de mourir par sa faute? Et si elle avait provoqué cette crise cardiaque en partant? Yasmine se réveilla en entendant Marie sangloter et alluma la lumière en lui demandant ce qui se passait. Et quand Marie lui montra le message, elle secoua la tête avec colère. « C'est un piège, tu le sais bien. Ils veulent juste te faire revenir. » Mais Marie ne pouvait pas prendre ce risque, et à 2h du matin, elle était déjà dans sa voiture en route vers l'hôpital Lariboisière, où Chantal avait dit que Damien était hospitalisé. Elle courut jusqu'aux urgences avec la gorge serrée et demanda à voir Damien Moreau. Et l'infirmière de garde la regarda avec étonnement. « Moreau ? Il est en observation pour une crise d'angoisse. Rien de plus. Chambre 12. Une crise d'angoisse, pas une crise cardiaque. » Marie s'arrêta net dans le couloir en sentant la rage monter en elle, comme une vague brûlante, et elle comprit que Chantal et Damien avaient orchestré ce mensonge pour la manipuler une fois de plus. Elle fit demi-tour et se dirigea vers la sortie, mais une voix l'arrêta. « Marie, attends !» Damien courait derrière elle en pyjama d'hôpital avec le visage défait et les yeux rouges, et il la rattrapa dans le parking en tombant presque à genoux devant elle. « Ne pars pas, je t'en supplie. Je vais mourir sans toi. Je vais changer, je te le jure sur tout ce que j'ai de plus cher. » Marie le regarda avec un mélange de dégoût et de tristesse parce qu'elle voyait bien qu'il jouait encore un rôle, mais une petite partie d'elle se souvenait de l'homme qu'il avait été au début et se demandait si peut-être il pourrait vraiment changer. « Tu m'as giflé devant ta mère, » dit-elle d'une voix froide. « Tu m'as traité d'imbécile, tu as vidé notre compte joint. Pourquoi je devrais te croire maintenant ?» Damien pleurait avec de grosses larmes qui coulèrent sur ses joues, et il parlait vite en promettant qu'il allait consulter un psychologue et prendre ses distances avec sa mère, et qu'il ferait tout pour regagner sa confiance. « Donne-moi une semaine pour te prouver que je suis sérieux. Juste une semaine. Je t'enverrai la preuve du rendez-vous chez le psy, et je te rendrai l'argent du compte. » Marie hésita en se mordant la lèvre, parce qu'une partie d'elle voulait désespérément croire qu'il pouvait changer, et elle finit par hocher la tête. « Une semaine. Mais je ne reviens pas à l'appartement. Tu me montres des preuves concrètes ou c'est fini définitivement ?» Damien accepta en la serrant dans ses bras malgré sa raideur, et Marie rentra chez Yasmine avec un poids sur la poitrine parce qu'elle savait au fond d'elle qu'elle venait de faire une erreur. Pendant les 7 jours qui suivirent, elle chercha un appartement et consulta une avocate spécialisée dans les violences conjugales qui lui expliqua ses droits et la procédure de divorce. Et chaque soir, elle attendait un message de Damien avec les preuves promises. Mais les jours passaient sans rien recevoir, juste des messages doux et des « je t'aime » qui ne voulaient plus rien dire. Le 7e jour, Marie ouvrit l'application de leur banque et découvrit que le compte joint était à 0. Damien avait retiré les 3 200 € restants et les avait transférés sur son compte personnel. Elle regarda l'écran avec un calme glacial et effaça tous les messages de Damien sans les lire. Et elle sut avec une certitude absolue qu'elle ne lui donnerait plus jamais une seule chance parce qu'il venait de lui montrer exactement qui il était vraiment. Marie emménagea dans un studio de 18 mètres carrés, rue de Belleville dans le 19e arrondissement, un appartement minuscule au 5e étage sans ascenseur, avec une kitchenette coincée dans un angle
et une fenêtre qui donnait sur une cour sombre. Le loyer était de 650 € par mois, et elle avait dû emprunter la caution à Yasmine. Mais c'était à elle, et Damien ne pourrait jamais y entrer. Elle meubla l'espace avec des objets de récupération trouvés sur le trottoir et un matelas gonflable acheté chez Carrefour. Et le soir, elle s'asseyait sur le rebord de la fenêtre en regardant les toits de Paris et en se disant qu'elle préférait 1000 fois cette liberté minuscule à la cage dorée de l'appartement de Damien. Pour payer le loyer et rembourser Yasmine, elle prit toutes les gardes supplémentaires qu'elle pouvait aux urgences. Et c'est lors d'une de ces longues nuits qu'elle rencontra Karim. Un motard avait percuté une voiture sur le périphérique, et il arrivait en perdant beaucoup de sang, avec une jambe presque arrachée et le pronostic vital engagé. Marie courut avec le brancard jusqu'à la salle de réanimation, où un médecin qu'elle n'avait jamais vu prenait déjà les commandes avec une voix calme et précise qui contrastait avec le chaos ambiant. « Tension ?» demanda-t-il en préparant la perfusion. « 7-4, elle chute », répondit Marie en plaçant le scope. Ils travaillèrent ensemble pendant 40 minutes dans une synchronisation parfaite et naturelle, et Marie anticipait chaque geste de ce médecin comme si elle lisait dans ses pensées. Il demandait de l'adrénaline, et elle tendait déjà la seringue. Il parlait de compression, et elle avait les compresses prêtes, et leurs mains se croisaient au-dessus du corps du patient dans une chorégraphie précise qui ne laissait aucune place à l'erreur. Quand le rythme cardiaque du motard se stabilisa enfin et que le chirurgien arriva pour l'emmener au bloc, Marie et le médecin se retrouvèrent seuls dans la salle avec les mains couvertes de sang et le corps tremblant d'adrénaline. Il retira son masque et lui sourit, et Marie vit un homme d'environ 38 ans avec des yeux noisettes chaleureux et une barbe de 3 jours. « On fait une sacrée équipe », dit-il en lui tendant la main. Karim Amrani, nouveau médecin urgentiste. « J'ai commencé il y a 2 semaines. » Marie lui serra la main en sentant une chaleur étrange monter dans sa poitrine, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années et qu'elle avait cru mort. Marie Fontaine, infirmière. Bienvenue à Saint-Louis. Ils restèrent un moment à ranger la salle en silence, et Marie se surprit à observer Karim du coin de l'œil. La façon dont il bougeait avec cette assurance tranquille. La façon dont il souriait, même après une urgence aussi difficile. Quand ils sortirent dans le couloir, elle sentit soudain toute la tension de la nuit la rattraper, et une larme unique roula sur sa joue, sans qu'elle puisse la retenir. Karim s'arrêta et se tourna vers elle avec une inquiétude sincère dans le regard. « Ça va ? C'est la première fois que tu perds presque quelqu'un ?» Marie secoua la tête en essuyant rapidement la larme, parce qu'elle ne voulait pas paraître faible devant ce collègue qu'elle venait à peine de rencontrer, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Karim ne posa pas d'autres questions, et il ne la força pas à parler. Il resta juste là à côté d'elle dans le couloir désert, avec une présence silencieuse et réconfortante qui lui fit comprendre qu'elle n'était pas obligée d'être forte tout le temps. « Merci pour ce soir, » dit-il finalement. « Tu es vraiment excellente dans ce que tu fais. » Marie rentra chez elle ce matin-là, en regardant le soleil se lever sur Paris, et elle ne put s'empêcher de penser à Karim, à son sourire, à sa voix calme, à cette douceur naturelle qui semblait émaner de lui. Elle se surprit à espérer qu'ils travailleraient encore ensemble, et cette pensée la fit sourire pour la première fois depuis des semaines. Le lendemain soir, en arrivant pour sa garde, elle trouva Damien qui l'attendait devant l'entrée du personnel avec le visage fermé et les poings serrés, et son cœur se glaça. Karim sortait justement de l'hôpital, et il vit Marie pâlir d'un coup, et il s'approcha immédiatement, en demandant d'une voix douce mais ferme si tout allait bien. Marie regarda Karim puis Damien, et elle comprit que quelque chose venait de changer dans sa vie. Karim se plaça instinctivement entre Marie et Damien avec une posture protectrice, mais sans agressivité, et il demanda encore une fois si tout allait bien en gardant son regard fixé sur cet homme qui dégageait une hostilité palpable. Damien le toisa de haut en bas avec un sourire méprisant, avant de se tourner vers Marie en ignorant complètement Karim. « Il faut qu'on parle, Marie. Juste 5 minutes, s'il te plaît. Je ne te demande rien d'autre. » Comment t'entends ? Marie sentit la panique monter dans sa poitrine, mais elle ne voulait pas faire une scène devant l'hôpital où tous ses collègues pouvaient aller voir. Alors elle hocha la tête et dit à Karim que tout allait bien et qu'elle gérait la situation. Karim hésita visiblement en fronçant les sourcils, mais il respecta son choix et s'éloigna à contre-cœur, en lui glissant à voix basse de l'appeler si elle avait besoin de quoi que ce soit.
Damien l'entraîna jusqu'à un café près de l'hôpital et commença son numéro habituel de manipulation en prenant sa main par-dessus la table avec des yeux brillants de larmes. Il jura sur la tête de sa mère qu'il avait changé et qu'il avait pris rendez-vous avec un psychologue pour le mardi suivant et qu'il avait enfin compris à quel point il l'avait fait souffrir. Il parla pendant 1 heure en alternant entre les excuses larmoyantes et les promesses grandioses, et Marie sentait sa résolution vaciller malgré elle, parce qu'une partie d'elle voulait désespérément croire qu'il pouvait devenir l'homme qu'elle avait cru épouser. Pendant les 2 semaines qui suivirent, Damien la harcela de messages doux et de photos de bouquets de fleurs qu'il disait avoir achetés pour elle, et il envoya même une longue lettre manuscrite où il s'excusait pour tout et promettait de devenir un meilleur homme. Marie lisait ces messages avec un mélange de confusion et d'espoir fragile, et elle en parla à Yasmine qui la supplia de ne pas céder. Mais c'est Karim qui lui ouvrit vraiment les yeux un soir, après une garde où ils avaient encore travaillé ensemble dans cette harmonie naturelle qui les caractérisait maintenant. Ils prirent un café à la machine, et Karim lui demanda si l'homme de l'autre soir la laissait tranquille. Et Marie se surprit à lui raconter toute l'histoire sans rien cacher. Karim l'écouta jusqu'au bout sans l'interrompre, et quand elle eut terminé, il posa sa tasse avec un soupir. Mon ex-femme était comme ça. Elle me manipulait en alternant entre les crises et les promesses, et à chaque fois, je retombais dans le piège parce que je voulais croire qu'elle pouvait changer. Ça a duré 3 ans avant que je comprenne qu'elle ne changerait jamais. Il la regarda droit dans les yeux, avec une tendresse qui fit battre le cœur de Marie plus vite. « Je ne veux pas te voir souffrir à nouveau, Marie. Tu mérites tellement mieux que ça. » Cette même semaine, Damien l'invita à dîner chez lui en promettant qu'il voulait juste lui parler et rien d'autre. Et contre son meilleur jugement, Marie accepta. Le dîner se passa bien avec Damien, qui joua parfaitement le rôle de l'homme repentant et attentionné. Et Marie commençait presque à croire que peut-être il avait vraiment changé. Mais vers 22 heures, Damien se leva et lui tendit la main avec un sourire. « J'ai préparé la chambre. Reste cette nuit, juste pour qu'on puisse se réveiller ensemble comme avant. » Marie sentit un frisson glacé descendre le long de sa colonne vertébrale et elle secoua la tête en disant qu'elle préférait rentrer chez elle. Le visage de Damien changea instantanément et le masque tomba d'un coup, révélant cette expression de mépris glacial qu'elle connaissait si bien. « Après tout ce que j'ai fait, après toutes mes excuses, tu me refuses encore ?» siffla-t-il, avec une voix venimeuse. « Tu n'es qu'une allumeuse ingrate. Tu te crois trop bien pour moi maintenant que tu as ton petit studio minable et ton travail de merde ?» Marie attrapa son sac et courut vers la porte avec les mains tremblantes. Et une fois dans la rue, elle appela Karim sans réfléchir. Il répondit à la première sonnerie, et quand elle lui dit où elle était, il lui dit de ne pas bouger et qu'il arrivait tout de suite. 15 minutes plus tard, il était là, et il la serra contre lui sans un mot, pendant qu'elle tremblait de tout son corps. Et dans ses bras, Marie sentit quelque chose de chaud et de sûr qu'elle n'avait jamais ressenti avec Damien. « Tu n'es plus seule maintenant, » murmura Karim contre ses cheveux. « Je suis là et je ne vais nulle part. » Marie leva les yeux vers lui et réalisa avec une clarté absolue qu'elle était en train de tomber amoureuse. Les semaines qui suivirent cette soirée désastreuse chez Damien changèrent la vie de Marie d'une façon qu'elle n'aurait jamais imaginée possible. Et Karim devint une présence constante et apaisante dans son quotidien chaotique. Il la raccompagnait chaque soir après leur garde commune, en prenant le métro avec elle jusqu'à Belleville, même si ça rallongeait son trajet de 40 minutes, et il lui apportait toujours un café exactement comme elle l'aimait, avec un nuage de lait et une touche de sucre. Ils parlèrent de tout et de rien, pendant ces trajets nocturnes dans le métro presque vide, et Marie découvrait un homme profondément bon, qui avait survécu à un mariage toxique exactement comme elle, et qui comprenait sans qu'elle ait besoin d'expliquer pourquoi certains jours elle sursautait au moindre bruit, ou pourquoi elle vérifiait 3 fois que la porte était bien fermée. Karim ne jugeait jamais, et ne minimisait jamais ses peurs. Il était juste là, avec cette patience infinie qui la faisait se sentir en sécurité pour la première fois depuis des années. Un soir, après une garde particulièrement éprouvante, où ils avaient néanmoins perdu un patient malgré tous leurs efforts, Karim lui proposa de marcher un peu le long de la Seine, avant de rentrer parce qu'il savait qu'elle aurait du mal à dormir après ça. Ils marchèrent en silence pendant un moment, avec le bruit de l'eau qui clapotait contre les quais et les lumières de Paris qui se reflétaient sur la surface noire du fleuve, et soudain, Karim s'arrêta
et prit sa main. « Marie, il faut que je te dise quelque chose, » dit-il avec une voix douce mais déterminée. « Tu es la femme la plus courageuse que je connaisse. Tu as quitté un homme qui te détruisait, tu as recommencé ta vie de zéro avec rien, tu continues à te battre chaque jour pour avancer. Et quand je te regarde, je vois quelqu'un qui mérite d'être aimé comme elle n'a jamais été aimée, avec respect et tendresse et sans condition. » Marie sentit les larmes monter parce que personne ne lui avait jamais parlé comme ça. Et quand Karim se pencha vers elle pour l'embrasser, elle ne recula pas. Leur baiser fut doux et lent, et chargé d'émotions trop longtemps retenues. Et Marie pleura contre ses lèvres avec un mélange de soulagement et de joie et de peur, parce qu'elle n'arrivait pas à croire qu'elle méritait vraiment ce bonheur. Leur relation s'épanouit au fil des jours, avec une intensité qui surprit Marie elle-même, et elle découvrit ce que c'était que d'être avec un homme qui l'écoutait vraiment et qui respectait ses limites, et qui ne se mettait jamais en colère quand elle disait non. Karim cuisinait pour elle dans son appartement du 11e arrondissement, et ils passèrent des soirées à parler et à rire et à regarder de vieux films français. Et petit à petit, Marie réapprit à faire confiance. Les nuits qu'ils passaient ensemble étaient tendres et patientes parce que Karim comprenait qu'elle avait besoin de temps pour réapprendre qu'on pouvait être touché avec amour et pas avec violence, et il ne la pressait jamais et attendait toujours qu'elle fasse le premier pas. Marie pleurait souvent après l'amour parce qu'elle réalisait seulement maintenant à quel point ce qu'elle avait vécu avec Damien n'avait jamais été de l'amour. Yasmine était heureuse pour elle et l'encourageait à se laisser aller à ce bonheur qu'elle méritait tellement. Et Marie reprit aussi contact avec sa sœur Léa, qui pleura en la voyant, et lui dit qu'elle lui avait tellement manqué pendant ces années où Damien l'avait coupée de sa famille. Elle rejoignit aussi un groupe de parole pour femmes victimes de violences conjugales, et elle déposa officiellement plainte contre Damien pour harcèlement, et l'avocate obtint une ordonnance de protection qui lui interdisait de l'approcher. Marie se sentait renaître jour après jour avec Karim à ses côtés, et elle commençait à croire qu'elle pouvait vraiment être heureuse et construire une vie nouvelle, loin de la cage où Damien l'avait enfermée. Mais un soir, en sortant de l'hôpital avec Karim, elle aperçut Damien de l'autre côté de la rue, qui les observait avec un appareil photo. Et le regard qu'il leur lança était chargé d'une haine froide, qui glaça le sang de Marie. Elle comprit que ce n'était pas fini, et que Damien n'accepterait jamais de la voir heureuse avec un autre homme. Damien commença à les harceler de façon systématique et calculée, avec des messages menaçants envoyés depuis de faux numéros, des apparitions répétées devant l'hôpital, et même devant l'appartement de Karim, où Marie passait désormais la plupart de ses nuits. Il leur criait des insultes dans la rue, en traitant Karim de voleur de femmes, et en utilisant des termes racistes qui faisaient bouillir le sang de Marie, et il alla même jusqu'à envoyer des lettres anonymes à l'administration de l'hôpital pour accuser Marie de négligence professionnelle. Karim voulait aller le confronter, mais Marie le supplia de ne rien faire parce qu'elle savait que c'était exactement ce que Damien cherchait, une excuse pour porter plainte et se faire passer pour la victime. Elle déposa plusieurs mains courantes à la police, mais sans violence physique directe, ils ne pouvaient pas faire grand-chose, à part noter les incidents dans leur registre. C'est lors d'une soirée chez Yasmine que le destin donna à Marie l'arme dont elle avait besoin pour se venger. Sophie, une autre infirmière de l'hôpital, parlait de son frère qui cherchait du travail dans le consulting et qui avait postulé chez Stratégie Plus. Et Marie se figea en entendant ce nom parce que c'était exactement l'entreprise où Damien travaillait comme chef de projet depuis 4 ans. « Mon frère a été recalé parce qu'ils ont trouvé quelqu'un avec un master de Sciences Po », dit Sophie avec dépit. « Apparemment, ils sont très stricts sur les diplômes dans cette boîte. » Marie sentit son cœur battre plus vite parce qu'elle savait quelque chose que personne d'autre ne savait. Un secret que Damien lui avait confié dans un moment d'ivresse 3 ans plus tôt et qu'il l'avait fait jurer de ne jamais répéter. Damien n'avait jamais obtenu son master de Sciences Po parce qu'il avait échoué à son mémoire final, mais il avait quand même mis ce diplôme sur son CV et personne n'avait jamais vérifié. Elle rentra chez elle ce soir-là et fouilla dans les cartons qu'elle avait récupérés de l'appartement. Et elle retrouva une vieille enveloppe de Sciences Po avec la notification d'échec au mémoire que Damien avait cachée au fond d'un tiroir. Elle la photographia avec son téléphone ainsi que le CV mensonger qu'il avait laissé traîner sur l'ordinateur commun et elle prit rendez-vous avec son avocate. Maître Rousseau examina les documents avec attention et hocha lentement la tête. C'est de la fraude au diplôme. Si son employeur découvre ça, c'est un licenciement pour faute grave assurée, sans indemnité ni rien.
Vous êtes sûr de vouloir faire ça ?» Marie pensa à toutes les humiliations et à toutes les gifles et à toutes les nuits où elle avait pleuré en silence dans la salle de bain, et elle pensa à Karim qu'il harcelait maintenant avec des insultes racistes. Elle sentit une détermination froide s'installer dans sa poitrine. « Absolument certaine », dit-elle sans hésiter une seule seconde. L'avocate envoya les documents de façon anonyme au service des ressources humaines de Stratégie Plus, avec une lettre expliquant la fraude en détail, et 3 jours plus tard, Damien fut convoqué pour un entretien disciplinaire. Il essaya de nier et de bafouiller des excuses pathétiques, mais face aux preuves irréfutables, il n'eut d'autre choix que d'avouer. Et il fut licencié sur le champ pour faute grave, sans indemnité ni préavis. Marie apprit la nouvelle par un message furieux de Chantal qui l'accusait d'avoir détruit la vie de son fils. Et elle le supprima sans même le lire en entier. Elle n'éprouvait aucune pitié ni aucun remords, juste une satisfaction froide et complète. Damien perdit tout en cascade comme des dominos qui tombent les uns après les autres. Sans son salaire de 4 500 € par mois, il ne put plus payer le loyer de l'appartement et dut le quitter en catastrophe. Et sa réputation dans le milieu du consulting parisien fut détruite parce que tout le monde savait maintenant qu'il avait menti sur ses diplômes. Chantal elle-même finit par le rejeter en lui reprochant de l'avoir entraîné dans cette chute sociale humiliante, et Damien se retrouva seul et ruiné exactement comme il avait essayé de laisser Marie. Un soir, Karim demanda à Marie si elle regrettait ce qu'elle avait fait, et elle le regarda droit dans les yeux sans ciller. Pas une seconde. Il a eu exactement ce qu'il méritait. 2 semaines plus tard, Damien apparut devant elle dans la rue complètement défait, avec des cernes noires et des vêtements froissés, et il la supplia de retirer sa plainte et de dire à son ancienne entreprise qu'elle s'était trompée. Marie le regarda avec un calme glacial qui le fit reculer d'un pas. « Tu n'existes plus pour moi, Damien. Tu n'as jamais existé. » Elle tourna les talons et s'éloigna sans se retourner, et pour la première fois depuis des années, elle se sentit complètement libre. 6 mois après la gifle qui avait tout fait basculer, Marie se réveilla un samedi matin dans le grand lit de Karim, avec les rayons du soleil qui filtraient à travers les rideaux blancs de leur appartement du 11e arrondissement. Elle tourna la tête et regarda cet homme qui dormait paisiblement à côté d'elle, avec une main posée sur son ventre, et elle eut du mal à croire que cette vie était vraiment la sienne. Ils avaient emménagé ensemble 2 mois plus tôt dans un bel appartement de 2 pièces, avec un balcon qui donnait sur une petite place arborée, et chaque matin, Marie se réveillait avec cette sensation de légèreté qu'elle avait cru ne jamais pouvoir ressentir à nouveau. Karim était tout ce que Damien n'avait jamais été, patient et tendre et respectueux, et leur amour grandissait chaque jour dans une sécurité qui la faisait parfois pleurer de gratitude. Ce week-end-là, Karim l'emmena en Bretagne pour 2 jours loin de Paris et du stress de l'hôpital, et ils louèrent une petite chambre d'hôte à Saint-Malo avec vue sur la mer. Le samedi soir, ils marchèrent sur la plage au coucher du soleil, avec le vent qui leur fouettait le visage et le bruit des vagues qui se brisaient sur les rochers. Et soudain, Karim s'arrêta et prit ses mains dans les siennes. « Marie, il faut que je te dise quelque chose d'important, » dit-il avec une voix émue que Marie ne lui connaissait pas. « Je t'aime comme je n'ai jamais aimé personne dans ma vie. Tu m'as appris ce que c'est que d'aimer une femme forte, une femme qui s'est relevée de l'enfer et qui a choisi la vie malgré tout ce qu'on lui a fait subir. » Marie sentit les larmes monter parce que personne ne lui avait jamais parlé comme ça, et elle serra ses mains plus fort en hochant la tête. « Tu m'as sauvée, Karim, » murmura-t-elle avec la gorge serrée. « Tu m'as montré que je méritais d'être heureuse et d'être aimée sans condition. Je t'aime tellement que ça me fait peur parfois. » Ils s'embrassèrent longuement face à la mer, avec le soleil qui descendait lentement derrière l'horizon, et Marie pensa à la femme qu'elle était 6 mois plus tôt, tremblante dans sa voiture avec 47 € en poche, et elle réalisa à quel point elle avait parcouru un chemin immense. De retour à Paris, le divorce avec Damien fut enfin prononcé aux torts exclusifs de ce dernier lors d'une audience où il ne se présenta même pas, et la juge condamna Damien à payer 2 500 € de dommages et intérêts à Marie pour le préjudice moral subi. Marie reçut le chèque 3 semaines plus tard, et elle décida de l'utiliser pour s'inscrire à une formation d'infirmière spécialisée en traumatologie qu'elle rêvait de faire depuis des années, mais que Damien avait toujours refusé en disant que c'était une perte de temps. Elle commença la formation en septembre avec une motivation débordante et des résultats excellents, et ses formateurs lui disaient qu'elle avait un don naturel pour accompagner les patients traumatisés.
Marie comprenait mieux que personne ce que c'était que de survivre à un traumatisme et de devoir reconstruire sa vie morceau par morceau. Un soir d'octobre, alors qu'ils dînaient sur le balcon de leur appartement avec des bougies et une bouteille de vin blanc, Karim posa son verre et regarda Marie avec tendresse. « Tu es heureuse ?» demanda-t-il simplement. Marie sourit en regardant autour d'elle, ce petit balcon fleuri qu'elle avait aménagé avec amour, cet homme merveilleux qui la regardait comme si elle était la chose la plus précieuse au monde, cette vie nouvelle qu'elle avait construite de ses propres mains. Elle pensa à tout ce qu'elle avait perdu et à tout ce qu'elle avait gagné, et elle hocha la tête avec une certitude absolue. « Plus que je ne l'ai jamais été dans toute ma vie, » dit-elle avec des larmes de joie dans les yeux. « Pour la première fois, je me sens vraiment chez moi, et c'est grâce à toi. » Karim se leva et vint s'asseoir à côté d'elle, en la prenant dans ses bras, et ils restèrent longtemps enlacés sous les étoiles parisiennes, en savourant ce bonheur simple et profond qu'ils avaient construit ensemble. Marie s'endormit ce soir-là avec le sourire aux lèvres, en pensant que la vie avait parfois des façons étranges de réparer ce qu'elle avait cassé, et que parfois il fallait tout perdre pour enfin trouver ce qu'on cherchait vraiment. 1 an après la gifle qui avait changé le cours de sa vie, Marie se tenait debout devant une quinzaine de femmes assises en cercle dans la salle communautaire du 19e arrondissement, et elle sentait son cœur battre fort dans sa poitrine, parce que c'était la première fois qu'elle témoignait publiquement de son histoire. Les visages devant elle étaient marqués par la peur et la souffrance, ces mêmes émotions qu'elle avait portées pendant si longtemps, et elle savait exactement ce que chacune de ces femmes ressentait. « Il y a 1 an jour pour jour, mon mari m'a giflé devant sa mère et m'a traité d'imbécile parce que j'étais rentrée tard du travail. » commença-t-elle avec une voix qui tremblait légèrement. « Et ce soir-là, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru avoir le courage de faire. Je suis partie avec 47 € en poche et un demi-réservoir d'essence, sans savoir où aller, ni comment j'allais survivre. » Elle leur raconta tout sans rien cacher. La nuit dans sa voiture le long de la Seine. La tentation de revenir quand Damien avait joué la carte du repentir, la peur constante et la culpabilité qui la rongeaient, et puis la rencontre avec Karim qui lui avait montré qu'un autre amour était possible. Elle leur parla aussi de sa vengeance froide contre Damien, et de la satisfaction qu'elle avait ressentie en le voyant perdre tout ce qu'il chérissait, parce qu'elle refusait de faire semblant que la colère et le désir de justice n'existaient pas. « Je ne vais pas vous mentir en vous disant que c'était facile ou que je n'ai jamais eu peur, » dit-elle en regardant chaque femme dans les yeux. « Il y a eu des nuits où je pleurais tellement que je croyais que j'allais me noyer dans mes larmes. Il y a eu des moments où j'ai failli retourner chez lui parce que la solitude me terrifiait. Mais chaque jour je me suis levée et j'ai fait un pas de plus loin de lui. Et aujourd'hui je suis libre. » Plusieurs femmes pleuraient en silence, et l'une d'elles leva la main en tremblant. « Comment tu as trouvé la force ? J'ai peur de partir parce que je ne sais pas si je vais y arriver. » Marie s'approcha d'elle et prit ses mains dans les siennes. « La force, elle est déjà en toi. Tu l'as trouvée pour venir ici ce soir et pour écouter mon histoire. Partir, c'est terrifiant, mais rester, c'est mourir à petit feu. Et tu mérites tellement mieux que ça. Vous méritez toutes tellement mieux. » Après la réunion, 3 femmes vinrent la remercier en la serrant dans leurs bras, et l'une d'elles lui murmura qu'elle allait partir le week-end prochain et que le témoignage de Marie lui avait donné le courage dont elle avait besoin. Marie rentra chez elle ce soir-là avec le sentiment que sa souffrance avait enfin un sens, si elle pouvait aider ne serait-ce qu'une seule femme à se libérer. 2 mois plus tard, par un samedi pluvieux de novembre, Karim prépara un dîner aux chandelles dans leur appartement avec tous les plats préférés de Marie. Après le dessert, il se leva et s'agenouilla devant elle avec une petite boîte en velours bleu. Et Marie porta ses mains à sa bouche, en comprenant ce qui allait se passer. « Marie, tu es la femme la plus courageuse et la plus belle que j'ai jamais rencontrée, » dit Karim avec une voix tremblante d'émotion. « Tu m'as appris ce que c'est que d'aimer vraiment, et d'être aimée en retour sans violence ni manipulation. Je veux passer le reste de ma vie à te rendre heureuse et à te montrer chaque jour que tu as eu raison de croire en l'amour. Veux-tu m'épouser ?» Marie pleurait tellement qu'elle ne pouvait pas parler, et elle hocha la tête en riant et en pleurant en même temps, et Karim lui passa la bague au doigt, avant de la soulever dans ses bras et de la faire tourner dans le salon. Le mariage eut lieu 4 mois plus tard dans une petite salle de la mairie du 11e arrondissement, avec seulement leurs proches les plus chers, Yasmine comme témoin de Marie, et le meilleur ami de Karim comme témoin pour lui. La sœur de Marie, Léa,
pleura de joie pendant toute la cérémonie, et après avoir signé les registres, ils allèrent tous dîner dans un petit restaurant du Marais, où ils rirent et burent du champagne jusqu'à tard dans la nuit. Le soir, sur le balcon de leur appartement, Karim enlaça Marie par derrière et posa son menton sur son épaule. « À quoi tu penses » murmura-t-il. Marie regarda Paris illuminé sous leurs yeux avec les lumières qui scintillaient comme des milliers d'étoiles, et elle pensa à cette femme qu'elle était un an plus tôt, brisée et tremblante dans sa voiture. « Je pense à elle, cette Marie d'il y a un an, » dit-elle doucement. « Je voudrais pouvoir lui dire merci d'avoir eu le courage de partir cette nuit-là. Grâce à elle, grâce à ce premier pas dans l'inconnu, je suis ici avec toi, vivante et libre et heureuse. » Karim la serra plus fort et l'embrassa tendrement dans le cou. Elle serait fière de toi. Marie ferma les yeux et sourit parce qu'elle savait qu'il avait raison. Elle avait gagné sa liberté, sa dignité, son bonheur et sa revanche, et elle était enfin chez elle dans les bras de l'homme qui l'aimait vraiment. Да, Тати, приветики, Игорь. Как дела? Что тебе нравится делать? Мне нравится читать книги, проводить больше времени на улице. Слушай спокойную музыку, у меня все отлично. Сейчас напишу. One second, please. I like a lot of things. I sing. I used to write poetry and songs. I rollerblade, skate, snowboard, ride a bike, and I listen to music. Так. Это Москве Демократ, моя любимая игра. О, как. How old are you, католик? Так, сейчас будем пробовать. 1, 2, 3, 4, 5. Раз, 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 раз. Меня не слышно, да? Так, прикол. Почему так? Руся 069. Всяких 44, 55. Почему меня не слышно? Я пытаюсь субтитры настроить. Потому что так общаться, это вообще капец. Лесу погулял, хочу еще. О, как. Интересно. И как, тебе понравилось? Ну, хотя, зачем я спрашиваю, если ты хочешь еще? Алло, алло, слышно, алло. Привет. Привет, Какимера. Он меня не переводит вообще от слова совсем. Надо вот это перевести, что это значит. Привет, Рашен. Привет. Мой интернет лагает и снова хоть с перебоями. Я слушаю тебя через переход. Что тебе нравится делать в свободное время? Я слышу тебя. А? А кто-то это нас стримит, милашница, да, привет. Господи, помогите мне разобраться, пожалуйста. Как это настроить? Новые данные в очереди, обработка аудио, преобразование аудио формата WAV, запись данных, во временный файл, подготовка к транскрипции, начало транскрипции,
Ага. Но дальше оно не идет. А почему? А фиг его пойми. Ему говори по-русски. Окей, хорошо. Будем говорить по-русски. А то что-то вот эти вот субтитры у меня не работают. Я не знаю, как что делать. Не понимаю. Не понимаю. Это надо прям сидеть, разбираться. А это очень много времени занимает. Мне нравится английская речь. Это хорошо. Но мне не очень нравится, потому что я нифига не понимаю. Not understand просто. Так. Юра,